Magnéto présente Sur parole. Pensez tout haut. Les rencontres d'écrivains du CRILC. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Larue, je suis professeur de théâtre au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Je m'intéresse évidemment au théâtre en général, au théâtre québécois et aux questions d'intermédialité. Je suis aussi directeur de la Théâtrothèque du Centre de recherche interdisciplinaire sur la littérature et la culture québécoise à l'Université de Montréal et membre directeur fondateur de l'annuaire théâtral, la Revue québécoise d'études théâtrales. Alors, c'est moi qui ai eu le plaisir d'animer la 3e rencontre d'écrivains du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, tenue au cours de la saison 2017-2018. Cette rencontre a eu lieu le 26 février 2018 à la librairie Le Porte-de-Tête à Montréal. Pour ce cycle d'entretien, le CRILC met à l'honneur la face cachée du théâtre, c'est-à-dire ceux et celles qui travaillent, dont on voit le travail sur scène, mais qu'on ne voit pas eux-mêmes directement. Donc les dramaturges, les metteurs en scène et les concepteurs qui participent à la production des spectacles. Donc pour explorer les liens fascinants qui existent entre ces concepteurs, entre les textes et les différents intervenants qui donnent vie au spectacle et au texte, je me suis entretenu avec le dramaturge Olivier Chouanière et le scénographe Max Otto Fauteux. Olivier Chouanière s'est fait connaître avec Le Bain des Reines en 1998, qui a été finaliste au prix du gouverneur général. Sa pièce, Félicité, a été traduite et jouée en Écosse, au Royaume-Uni, en Australie et en Suisse, de même qu'au Canada anglais. Il s'est vu décerner le prix Victor Martin Lynch Staunton pour les arts de la scène, ainsi que le prix Cinémovitch en 2014. Le prix Cinémovitch est la plus importante récompense qu'on puisse attribuer à un homme ou une femme de théâtre au Canada. Max Otto Fauteux, lui, est diplômé en scénographie de l'École nationale de théâtre du Canada. Il a créé plusieurs conceptions visuelles à l'Espace Go, à la Licorne, à l'Espace Libre, au Centre national des arts d'Ottawa et au Centre Segal de Montréal. Il collabore en fait avec les metteurs en scène les plus en vue de la scène québécoise, ceux qui célèbrent les textes d'auteurs contemporains. Je pense qu'on a quand même la chance d'avoir deux créateurs qui sont très présents sur la scène, mais qui en même temps sont marquants par l'approche qu'ils ont du théâtre, par leur discours, on va dire ça comme ça. Chacun ayant évidemment son propre langage. Alors pour engager, on va fonctionner comme ça, on va d'abord se poser des questions, enfin je vais poser des questions, et puis vous pouvez en poser quand même, et puis on va faire ça pendant à peu près 45 minutes, demi-heure, 45 minutes, après quoi si vous voulez on engage le dialogue. Est-ce que ça va? Bien sûr. Alors il y a un double hasard. Le premier hasard, c'est que tous deux sont formés à l'École nationale de théâtre, et le deuxième hasard, mais c'est un hasard qui n'est pas aussi surprenant, celui-là, c'est qu'ils ont évidemment, leurs routes se sont croisées pour une production qui a été marquante. Évidemment, c'est le manifeste de la jeune fille, sur lequel tu as travaillé quelques années sur ce projet-là, qui est une pièce intéressante parce qu'elle synthétise un peu me semble-t-il en tout cas, les préoccupations, mais aussi la vision artistique d'Olivier Chouanière. Les thèmes sont là, les inspirations sont là, l'esthétique est là, le rapport avec le public, la question du rapport avec le public. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vos chemins se sont croisés là, et peut-être que vous pourriez nous parler de la façon dont vos pratiques se sont croisées et visiblement harmonisées au cours de ce processus de création. Et puis ensuite, on pourrait parler de vos œuvres comme ça. Donc, oui. Je sais pas, j'ai pas envie de vous résumer Manifeste de la jeune fille, mais c'est peut-être vraiment la condenser en disant que pour moi, à la base, Manifeste de la jeune fille, c'est une pièce sur
le spectateur. C'est vraiment un miroir, une volonté de tendre un miroir au spectateur. Puis là, je saute tout de suite dans la scénographie, vu que tu es là. Mais la description du décor dans le texte, c'est sur la scène, c'est la salle, les fauteuils dans lesquels les spectateurs vont être assis. Donc, c'est vraiment un miroir tendu, aussi tout bonnement que ça. Parce que, c'est ça. Parce qu'à la base, pour moi, toute la pièce est une espèce de jeu de chat et la souris, d'essayer de cerner, d'essayer de à quelque part tendre un piège, mais tendre un miroir à ce spectateur-là pour qu'il puisse enfin se voir comme étant participant de ce système, de ce capitalisme qui nous envahit, qui nous ronge. Puisse se projeter dans l'espace, puis qu'il s'y reconnaisse, qu'il soit un peu séduit, puis un peu écœuré. Oui. Complètement. Mais on était beaucoup dans des notions de... C'est séduisant, c'est charmant, en même temps, c'est dégueulasse, c'est repoussant. Mais moi, un peu niaiseusement, dans le texte, c'était le miroir, donc c'était la scène. Là, on a commencé à réfléchir à ça. Puis, c'était plutôt problématique, juste concrètement, pour la mise en scène, travailler dans des escaliers, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Il y avait quelque chose d'un peu, je pense, trop littéral, trop direct à travers ça. Collé à ton texte, mais c'était une piste de départ géniale. Toute l'idée était là, puis c'est à partir de ça qu'on a réussi à, au fil du travail, avancer, puis à le sublimer une fois de plus, pour faire un miroir social qui ne soit pas un miroir littéral. Ouais, puis qu'il ne soit pas nécessairement aussi juste un miroir. Qui puisse continuer de grandir après une heure de show. Oui, puis que ce miroir-là soit un miroir de notre société, pas juste un miroir de la scène, pas juste un miroir du spectateur comme juste celui qui regarde le spectacle, mais celui qui regarde le spectacle, disons, avec un grand S. Ouais. Donc, que c'est autant le consommateur, autant le lecteur, etc. Puis là, je sais pas comment on est arrivé à... Peut-être vous pourriez dire d'abord comment vous êtes associé. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes associé pour ce projet-là? Il m'a appelé et j'ai dit oui. C'est ça. c'est le même que ça va. Alors, je posais la question autrement, pourquoi tu l'as appelé? Mais, tu sais, à chaque fois, c'est bien instinctif, c'est très intuitif. J'avais approché Max une première fois autour de Mommy parce qu'il y avait plein d'éléments dans cette production-là pour moi qui appelaient ça. Ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Mais... Ça a fonctionné en mode, c'était génial. Génial. Hélène Ewing. Mais le show a fonctionné, mais je veux dire, notre collaboration n'a pas fonctionné à ce moment-là. Puis voilà, c'est ça qui est ça. Mais donc pour moi, c'est... Dans cet univers multiforme, éclaté, en même temps radical, en même temps qui fait appel à la pop, à la culture, des éléments directs, en même temps que j'avais besoin de sa vision, de son input à lui, comme on dit en bon français, pour créer cet univers-là. Puis pour toutes ces bonnes raisons, et dans ce que je connaissais de ta pratique, je me dis, mais c'est vraiment l'homme de la situation. Pour interpréter ça, puis j'ai pas du tout eu tort d'aller vers toi pour ça, parce que t'as vraiment, en mon sens, interprété ce que tu t'es approprié, saisi pleinement. Hein? Je te lance des fleurs. Ça, je les prends, mais vois-tu les prendre? Je fais oui. Ce que proposait le texte pour vraiment en faire sa propre interprétation, puis une interprétation tout à fait personnelle de ce qui est, dans le fond, ton rapport au monde. Mais si tu sais, mettons l'auteur de côté juste 2 secondes, Olivier, c'est un metteur en scène qui a les mots pour le dire, dans le sens que les pistes étaient claires. Puis, tu sais, les emails de fin de soirée, là, c'est clair. Donc, dès que tu as un peu d'écoute, t'entends, tu digères, puis t'essaies d'offrir un écran qui répond au texte, aux visions de mise en scène, parce que c'est un show, je t'en parlais un peu tantôt, c'est un show toute voile dehors. Ça a une ampleur démesurée. Chaque département a un grand rôle à jouer dans le déroulement du... faut un chef d'orchestre assez tête. Et puis ça a été le cas. Fait qu'on s'est lancé ça. Ça a pris un moment avant qu'on arrive à la décision finale du décor que vous avez vu, de l'espace, en fait, que vous avez vu à l'Espace Go. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, de travailler avec
tous les éléments que j'apportais. Tu sais, je veux dire, puis ça, enfin, je sais pas dans quel sens. Moi, je peux plonger n'importe quand. Ben oui, mais enfin, moi, j'aurais quand même une question. Est-ce que c'est pas un texte évident? Est-ce que c'est un degré de... Bon, évidemment, là, il y a la magie ou la chimie qui est entre vous, mais le texte lui-même, comment on se sent devant un texte comme ça et qu'on doit le mettre en espace? Ben, c'est un manifeste. C'est un texte qui gueule. Les idées sont littéralement énumérées. Puis, dans la forme et dans le texte et dans la mise en scène, on l'a appuyé, tu l'as appuyé. Donc, c'est un manifeste qui se passe dans un espace comme un miroir social. Celui qu'on a choisi, c'est à cause de tous les référents à la consommation, à la surconsommation et au système capitaliste, le centre d'achat. Mais encore là, il fallait que ce soit... Quand on a pris cette décision-là, on en était très, très contents, mais il y a une forme et dans le texte, il y en a une grande dans la mise en scène. Il y a du mouvement, c'est un show de projection, c'est un show de décor, c'est un show d'accessoires, c'est un show de corps et de mots. Donc, même le centre d'achat, malgré son... dans toute sa bonne idée, pouvait avoir ses limites. Fallait le sublimer une fois encore pour qu'un stand à chaussures puisse devenir une tribune. Donc, dans les codes du centre d'achat, on s'est mis à trouver de plus en plus de manières de se donner des points d'appui en termes manifestes. Oui, mais je dirais en même temps, le fait de placer l'action dramatique générale de la pièce dans un centre d'achat faisait que ce qu'on est en train de dire de manière bien basique puis concrète, c'est que toute parole et tout discours est consommable. Voilà. Puis moi, je trouvais que c'était la grande idée qui nous permettait toutes sortes de libertés puis qui me permettait d'avancer puis d'aller dans des directions non réalistes ou non psychologisantes avec ce texte-là. C'est que j'avais un espace qui me permettait ça, ou l'espace, où en fait, tout nous rappelait la consommation, et dans l'idée, et de manière très, très concrète, parce que ce qu'on a sur scène, ce sont des performeurs, des consommateurs qui consomment du discours, mais qui consomment aussi des vêtements de manière bien concrète, qui choisissent des accessoires qui vont bien aller avec ce qu'ils disent, etc. Donc, pour moi, ça permettait d'allier la dimension plus intellectuelle, rationnelle, parce que Dieu sait qu'il y en a énormément de discours dans la pièce, à quelque chose de très organique puis de très concret, qui est compréhensible pour un enfant. Et de séduisant. Oui, puis séduisant, puis en même temps, tu fais, mais c'est ça. Est-ce que c'est ça notre société? Ben, c'est ça. Mais on sort de ce show-là. Ouais. Mais c'est le décor est dynamique, enfin la scène est dynamique, et elle devient une espèce de... C'est un personnage de la pièce, finalement. Ben, c'est ça, mais tu l'as dit tantôt, mais tous les départements sont des personnages de la pièce, autant que les personnages, autant que les acteurs. Alors, la question que tu viens de l'aborder, peut-être la question du rapport ou du non-rapport au réalisme dans ce que tu fais... dans cette pièce-là et dans ce que tu fais en général. Ben, si on commence... C'est reconnaissable. Oui. Il y a des éléments reconnaissables dans toutes les productions, en tout cas que je connais. Mais on n'est pas dans le réalisme. Tu parles beaucoup du quatrième mur, mais en même temps, tu le brises aussi. C'est des codes réalistes qui sont utilisés, qui sont sublimés, mais les codes, eux, sont réels. Un centre d'achat, t'as pas plus concret que ça. Par contre, une fois rabattu en blanc, tout en blanc. Avec les formes que ça aussi, là. Avec, en fait, effectivement, mais dans le contexte du centre d'achat, il n'y a pas grand-chose que je ne pouvais pas me permettre. Oui, donc, c'est vrai. L'idée du stand, de la répétition, des différentes proportions des modules, ça, c'est vraiment le fun à dessiner. Mais le code est réaliste. Ensuite, on le sublime en rabattant tout ça, par exemple, en blanc. Donc, ça devient... Oui, c'est un centre d'achat, c'est aussi un canevas. Puis, puisque c'est blanc... Lorsque un personnage monte pour gueuler sur le module en question, ça devient très facilement dans l'imaginaire d'un public de l'ordre de la tribune. Mais on est encore dans le centre d'achat. Mais tu sais, je dirais, je pense, là, je me dis,
tout le temps le centre d'achat que la Céno pour une parade de mode. C'était inspiré d'un centre d'achat. Ça, ouais. Il y a tout un aspect, il y a tout un côté. Mais on n'avait pas le catwalk. Le catwalk, c'est toi qui l'as créé avec les lignes de force, avec les. Tu sais, fait que c'était comme un. Il y avait bien des affaires dans ça. Est-ce qu'on peut peut-être aborder la démarche, peut-être commencer par Olivier, mais tu peux intervenir. Cette pièce-là, je ne dirais pas que c'est la pièce synthèse, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments là, qui t'habitent dans ta création, dans ta direction, dans ta mise en scène, à la fois comme metteur en scène et comme dramaturge. Qui sont présents dans cette pièce d'abord, mais qu'on voit aussi dans Jandy et dans d'autres. D'abord, cette idée peut-être qui serait intéressante, l'idée de la répétition. L'idée de la répétition qui est quand même le fondement de l'activité, parce que c'est il faut juste que j'ai essayé d'apprendre par cœur, mais je ne pense pas. Alors, l'activité, c'est l'action... l'activité répétitive, la RGGL, donc c'est disons qu'on peut dire, c'est l'activité. Donc, activité répétitive grandement libératrice. C'était un petit peu une joke au départ, parce que ça fait arglant. Fait que, je faisais du théâtre de série B sur la terrasse du théâtre d'aujourd'hui, qui n'existe plus aujourd'hui, pour faire du théâtre de série B. Mais c'est vrai que quand on repense, la répétition est essentielle, parce que pour moi, la répétition, c'est d'abord dans l'écriture, c'est ce qui donne la forme. C'est ce qui crée des balises, c'est ce qui crée des mesures, puis ce qui crée une musique aussi, puis un tempo. Parfois, je vais écrire, puis il va y avoir ces mécaniques-là ces procédés-là qui vont se mettre en place, mais c'est vraiment un procédé qui est presque plaqué. Parfois, pour complètement l'enlever ou l'effacer ou le rendre souterrain, ou parfois, peut-être même pour le magnifier. Mais c'est clair que dans Manifeste de la jeune fille, la répétition, et même la répétition lassante ou usante, est importante pour moi, parce que ça me permet aussi d'aller au bout des choses. Je parlais d'un jeu, de tendre un piège au spectateur. C'est lui offrir différentes versions de la jeune fille, donc différentes versions du consommateur qu'il est peut-être, sans doute. Et pour moi, chaque scène était un miroir tendu où je dis, est-ce que tu es peut-être comme ça? Non, bien sûr, c'est trop gros. Est-ce que tu es comme ça? Ah, ça se peut plus, mais c'est encore un petit peu trop gros. Est-ce que tu es comme ça? Donc, c'est offrir, donc pas juste un miroir, mais c'est offrir différents points de vue, différents miroirs qui nous permettent à un certain moment de se voir, de se reconnaître, parce que c'est la dernière chose qu'un spectateur de théâtre veut faire dans ces circonstances-là, c'est se voir. C'est d'être sous le spotlight, c'est qu'on vienne le chercher, on veut... Moi-même, comme public, je veux rester dans le noir, dans l'ombre. Je veux pas qu'on vienne me déranger. Je veux juste pouvoir apprécier la représentation sans qu'on vienne me parler. Donc, j'utilise des stratégies en même temps pour briser ce confort-là, puis en même temps pour m'adresser aussi à ce type de spectateur-là. Mais bref, la répétition sert d'abord à ça. Mais la répétition sert à la musique, et la musique aussi me sert à pas juste m'adresser à l'intellect, mais à m'adresser à une autre dimension. Et le son général. Tu vois, là, c'est comme... C'était clair dans Momie, là, c'est très clair dans Jandy aussi, où on brasse... On chante avec moi, on brasse des discours, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps à travers la musique? Des fois, il se passe d'autres choses, parce que notre tête refuse quelque chose, alors que notre corps veut swinguer puis veut taper des mains. Puis qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Puis dans le cas du manifeste, c'est bien dit, parce que tu voulais, avec la répétition, qu'à la fois, on se projette dans le personnage, qu'on s'aime, qu'on saillisse, puis le processus de répétition à ce point-là, par exemple, dans le manifeste, c'est ça qui mène à l'écœurement aussi, là. C'est important. Est-ce que la répétition, c'est aussi une façon
de souligner ce que tu dis dans ce qui revient comme un leitmotiv, là, cette idée que les historiens appellent la fin de l'histoire. C'est cette idée où on est en recyclage, en répétition continue. On ne fait que répéter, puisque finalement, il n'y a rien de nouveau, que recycler. Est-ce que c'est une espèce de manifestation esthétique de cette même obsession ou crainte ou rejet de... Ouais. Mais dans Manifeste, les jeunes filles répètent en quelque sorte la même scène, mais de mon point de vue d'auteur et de metteur en scène, avec l'espoir de s'en sortir. Mais c'est omniprésent dans tout. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est vrai aussi dans Un ennemi public. Oui, mais c'était... non, c'est parce qu'on... souvent, les journalistes vont poser la question, faire... Oui, mais il est où l'espoir? Mais est-ce que c'est pas désespéré? Est-ce que c'est pas sombre? Non, ça recommence. Oui, non, mais tout à fait. Mais pour moi, les personnages ils recommencent avec presque une même candeur, une même naïveté et une même volonté de s'en sortir. Et toute la pièce de Manifeste est structurée sur cette action très, très simple. C'est une gang de personnes qui veulent se sortir de leur situation puis qui pensent trouver une certaine vérité, une façon d'être dans laquelle ils vont avoir le sentiment qu'ils mènent une bonne vie, une vie juste, une vie qui a du sens à leurs yeux. Ce qu'ils ne trouvent jamais, mais cela étant dit, ils continuent de chercher. Oui, mais c'est en fait, parce que peut-être que ce qu'on peut trouver désespérant, c'est qu'il n'y a pas la réponse, mais c'est des réponses. C'est une multiplicité de réponses. Oui, puis de toute façon, je pense qu'on vit dans un monde qui fait de l'art quelque chose de très utilitaire. Il faudrait que l'art nous serve à être plus heureux ou mieux dans notre peau ou mieux dormir ou comme la musique qui accompagne. Ça, c'est la musique pour faire la vaisselle, c'est la musique pour faire l'amour, etc. Dans le fond, tous les formes sont en train de suivre ce courant-là, alors que pour moi, ça doit pas servir à quelque chose, ça doit pas être utile. Sinon, à réveiller 2-3 neurones ici et là, parce que c'est la fin de Manifeste. C'est un peu ça. Dans ta face, regarde, le problème appartient pas à Olivier Choignard. Le problème, il nous appartient. Ouais. C'est un peu ça. Là. Mais oui. Puis un temps soit peu... Puis pour moi, toujours la question aussi, c'est comment sortir du théâtre, le théâtre du divertissement, puis le sortir du spectacle, le sortir de la machine je suis un consommateur de la culture et de l'art, puis je viens voir un spectacle, puis je veux être touché, puis émerveillé, puis je vais vivre des émotions, puis je veux vivre pour 30$ d'émotions. Comment... Non, mais c'est ça, pareil. Comment sortir de cette logique-là, puis juste... s'adresser d'être humain à un autre être humain. Enfin, voici mes inquiétudes. Est-ce que tu les partages toi aussi d'une manière toute simple? Revenir juste à la base de pourquoi on se réunit ce soir, puis pourquoi on échange, puis pourquoi on discute. Ça nous ramène à l'engagement, au thème du théâtre engagé. À partir pas le début, mais il y a une partie de ton parcours, il y a ces fameux parcours déambulatoires qui au début se faisaient, il y en a eu 7, qui se faisaient un à un performeur avec un... Et puis il y a eu, on va pour ça un usager ou un spectateur, et puis il y a eu 7 autres spectacles, événements, on va dire, mythique, qui a été le Projet Blanc, où là, il y avait... Évidemment, je l'ai manqué, comme... je pense qu'il y a 30 personnes qui étaient là, à peu près. 76. Ah, 76. Bon, en tout cas, je n'étais pas de celle-là, malheureusement, mais c'est un mythe. Donc, il y a vraiment, très rapidement, mais même dans les premières pièces, cette volonté de créer un autre rapport au public, plus que l'idée de miroir, c'est de le faire participer. Des fois, tu utilisais là, le terme de Boal, le spectateur. Ouais. Je veux juste citer un passage de ce que tu as écrit au moment de la jeune fille. Donc, dans cette figure de l'intégration totale à une totalité sociale en désintégration, je n'ai pas seulement vu se profiler la silhouette de la jeune fille des magazines, mais l'ombre de beaucoup de mes contemporains. Les solutions de rechange au capitalisme, comme les mouvements citoyens qui ont vu le jour ces derniers temps, semblent avoir paradoxalement fortifié ses assises. Plutôt que de trouver la faille de cette formidable machine de récupération, elle semble en avoir repoussé les limites. Donc le système qui est récupéré. Tu finis en disant
Donc loin du cri libérateur, la jeune fille fait le portrait d'une société qui a enfermé la parole dans le discours. Il y a là quelque chose de follement désespérant, mais aux libertés trompeuses, je préfère une meilleure connaissance des murs de ma prison. Est-ce que c'est ce jeu, je pense que c'est pour la jeune fille, oui, ça concerne aussi Asséno. Tu dis, dans la jeune fille, finalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est que la caméra, à un moment donné, se retourne que l'objectif de la caméra, tout doucement, se retourne vers le public, là, que le public réalise qu'il est... Oui, ben, en fait, où la jeune fille, finalement, se révèle la dernière couche, si on voit la jeune fille comme un oignon avec différentes couches, le cœur de la jeune fille, c'est la figure du spectateur. Donc, elle se révèle elle-même comme spectateur de théâtre et comme spectateur du spectacle, du manifeste de la jeune fille. Donc, c'est de cette manière-là que disons, le miroir était tendu de manière plus directe au spectateur, oui, à ce moment-là. Ouais. C'est quoi la question? mais en fait, tu as tissé un lien avec la scéno, mais je pense que dans ce cas-ci, il s'agit vraiment de la parole. Je pense que c'est la scénographie, une fois qu'on a décidé de la planète dans laquelle tout ça allait se dérouler, après ça, c'est un écrin vraiment à la parole. Oui, mais c'est pas anodin non plus qu'à la fin... c'est ça, en fait, les personnages vont s'installer parmi le public et deviennent un des membres du public. Créer une autre scénographie aussi. On peut peut-être revenir, dans le fond, à la scénographie d'origine. C'est ça, tout est dans tout. Puis il y a un aspect, quelque chose que vous avez souligné tous les deux et qui est très présent aussi dans les productions et dans celle-là, mais dans votre démarche, c'est la présence du son. Alors toi, tu as vraiment expliqué pourquoi les limites des mots, le paradoxe des mots qui finalement sont des fois des écrans et donc recourir à d'autres sons. Et alors, moi, j'ai appris que toi, tu lisais les textes, tu les enregistrais et là, tu les écoutais sans arrêt pour en saisir le rythme. Alors, peut-être votre rapport au son... le son crié aussi, puisque comme dans Jandy, le son crié ou le son murmuré, mais quelle est l'importance du son, alors que, en particulier pour toi, tu es quand même un créateur visuel. Ouais, en fait, c'est la même question va trouver des réponses très, très différentes chez chacun de nous. Là. C'est parce que j'ai une peur frousse de la page blanche, puis ça m'est jamais arrivé, mais le manque d'inspiration, c'est toujours un truc qui m'effraie. Et puis, simplement, je suis un auditif. Je lis les textes, je suis un bon lecteur, j'aime lire, mais 32 fois, une fois qu'il est annoté, une fois que j'ai mes références, une fois que j'ai mon champ lexical que j'ai trouvé d'importance capitale, je me le mets dans les oreilles. Mais ça, j'attends toujours une première lecture. Les acteurs détestent ça. Première lecture, puis ensuite... Que j'enregistre la première. Okay. Ça les rend fous, alors je le fais très subtilement. Qu'est-ce que tu enregistres? C'est la première lecture ou une des premières lectures? Oui. Alors, d'accord. Et donc, puis ensuite, je me le mets dans les oreilles, puis je me réveille avec, je m'endors avec. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a toujours quelque chose. C'est flou, mais j'ai toujours des images. Puis aussi, ça me permet d'être au cœur du texte, mais à la fois d'en décoller un peu. Parce que la lecture... La 36e lecture d'un texte, là, comme scénographe, c'est parce que c'est laborieux. Là. Ça reste des mots imprimés en noir sur blanc, puis que j'ai lu et relu déjà, alors que ici, ça touche au subconscient beaucoup plus facilement pour moi, en tout cas. Oui, puis les mots rebondissent dans un espace. Puis c'est le fun de parler de répétition, parce que ça joue la forme d'un texte. Quand tu l'entends, puis quand tu l'écoutes, puis quand tu laisses ton propre imaginaire flyer, tu sais, je veux dire, on en a des idées de fous, là, qui c'est pas ça du tout, mais il n'y a jamais rien. Puis ça t'aide aussi à comprendre, ne serait-ce que la forme d'un texte. Ils le font aussi, évidemment, là, de manière peut-être un peu plus subliminale, mais subconsciente, c'est-à-dire, mais ouais. Dans le cadre du manifeste, je me rappelle que j'ai compris quelque chose par rapport à la répétition, à la grande forme du texte en me le mettant dans les oreilles. Il y a quelque chose qui est frappant et qui vous rejoint aussi, enfin, qui vous lie aussi, c'est il y a dans ta démarche, il y a vraiment
dénonciation, on parle beaucoup de la crise de l'aliénation, quand on parle de la dénonciation, ou en tout cas du soulignement de la crise de l'aliénation dont tu parles, toute la question de la surconsommation, donc du consumérisme à outrance, etc. Et toi, globalement, tu fais quand même des mises en scène qui sont... qui disent un peu la même chose, des scénographies, oui, qui disent un peu la même chose dans la mesure où c'est épuré. C'est globalement des lignes une esthétique souvent même minimaliste, on pourrait dire. Travaille beaucoup sur les textures, sur les formes, sur les couleurs, mais c'est pas il n'y a pas une surpopulation d'objets non plus. Est-ce que c'est... Ça dépend. Il y a certaines productions où effectivement on pense à la Villa Dolorosa ou à Cinq Visages. Enfin non. Mais c'est juste qu'avant de... À moins que l'accessoire soit... À moins que l'objet dramatique multiplié soit au cœur du texte, c'est sûr que mon travail, c'est souvent d'atteindre l'essentiel. Puis on a rarement besoin d'énormément pour ça. Pas besoin de multiplier. Pas besoin de multiplier. Mais... C'est pas une... Ça dépend du texte, hein, vraiment. Mais est-ce que donc si on disait que une caractéristique dominante, c'est l'épure ou... C'est-à-dire que la forme minimale m'aide à sublimer un texte. Je veux dire, le réalisme au théâtre, puis c'est très personnel, hein, mais ne m'intéresse pas. Il y a des médiums phénoménaux pour ça. Genre le cinéma, la télé. Que tu pratiques aussi. Mm-hmm. Mais pour moi, le théâtre, qu'il soit politique, social, érotique, ça reste... La scène, pour moi, c'est la scène de l'imaginaire. C'est pour ça que je fais ce que je fais. La scène, l'art vivant... Puis ce quatrième mur-là, pour moi, permet d'aller voir du monde live pendant 1h30, 2h, 3h. Puis d'ouvrir les portes sur quelque chose qui soit vrai, très concret devant toi, puis qui à la fois te fasse voyager de manière bien étrange. C'est drôle parce que, juste pour rebondir là-dessus, parce que, à mon sens, le théâtre ça passe beaucoup plus dans la tête des spectateurs que sur la scène, effectivement. Qu'est-ce qu'on en retrouve sur la scène? Il y a des cues d'éclairage, il y a des matériaux, des affaires de même. Mais ce qui est rêvé, ou ce qui est comme la scénographie sublimée ou rêvée est vraiment dans... En fait, c'est comme si tu mettais, tu mettais un imaginaire sur scène, qui par sa force, va toucher l'imaginaire du spectateur aussi. Puis c'est le fun que tu parles, puis qui va rejoindre souvent le chest avant l'intellect ou le cérébral. Ouais. J'aime ça penser qu'on peut créer des grandes images qui soient pas... qui te touchent énormément, puis que tu as de la difficulté à nommer d'où ça vient, disons. Mais le cinéma fait pas ça? Le cinéma peut faire ça. Mm-hmm. Mais, je veux dire, c'est la belle raison pour laquelle je fais pas de téléroman. Faire le décor des Simone c'est parce que autrement dit, c'est un rejet du réalisme. Ouais, on peut le dire comme ça, oui. Parce que c'est réducteur. Je sais pas si c'est réducteur. Il y a des histoires qui ne peuvent être racontées que par la voix réaliste. C'est juste qu'il y a d'autres mondes à engager pour ça. Ouais. On comprend. Mais tu parlais du matériau tantôt, puis ouais. c'est juste rebondir 2 secondes, parce que en termes minimal, c'est pas ça que ça veut dire, mais je crois beaucoup à la valeur intrinsèque d'un matériau. Du bois, ça dit quelque chose, du béton dit quelque chose, du verre, du plastique, un néon dit quelque chose. Je suis pas porté à la patine. Je suis pas porté à l'histoire réaliste d'un lieu. J'aime mieux parler d'une ruelle avec 2 matériaux plutôt qu'avec 36 000 poubelles. Mais on peut encore me prouver le contraire. Ça dépend du texte, ça dépend de la mise en scène, ça dépend de où est-ce qu'on s'en va. C'est drôle parce que pour Manifeste, à un moment donné, on a quand même rêvé d'une accumulation d'objets. Ah oui, pour le Manifeste? Oui, il y a une étape où, je sais pas c'est quoi,
les espèces de cuves, non, avec des toutous dedans. Faut que tu ailles chercher avec une petite pelle mécanique. Des cadeaux. Fait qu'on rêvait à un truc géant comme ça. Vous savez de quoi on parle, hein, les 2 piastres, puis tu fais ça exact. On arrivait à ça, puis là, après ça, arrivé au centre d'achat. Mais c'était 1 million de toutous, puis de produits, puis de produits de beauté, puis d'éléments capitalistes, mais, encore une fois, c'était englobé dans un cube de verre. Exact. Fait que, ouais, c'est ça. Oui, c'est un bon exemple. Mais je veux dire, passer par l'accumulation d'objets pour aller vers le présentoir. Ouais. Le présentoir lui-même peut être très épuré. Total. Mais s'il n'y a plus d'objets dedans, évidemment. Je reviendrai sur un autre thème, dont il y a le thème du public qui est vraiment majeur, le rapport au public, qu'il faut renouveler, ou en tout cas qu'il faut approfondir, qu'il faut réactiver, qui est omniprésent dans toute ta démarche. La question de la langue, aussi, dans sa profération, par exemple, la langue criée dans Jandy, mais aussi, je pense aux abécédaires, donc cette idée, tu dis, la ville, bon, ça va dans le thème de la société du spectacle, de la surconsommation, mais les mots se gaspillent. On gaspille les mots perdent de leur valeur, ils deviennent des détritus eux-mêmes. Ouais, où ils sont pris où ils sont formatés, ils sont pris dans le discours. J'imagine qu'à chaque pièce, l'idée c'est de sortir de ça, puis en même temps de le souligner, puis d'admettre que la parole est prise dans ce carcan-là, puis en même temps qu'il y a une volonté d'en sortir. Mais pour moi, c'est de ne pas faire abstraction de ça, de cette prison-là, de cette cage-là. Et de quelle manière la parole tente, malgré tout, de rester vivante à travers tout ce formatage-là. Mais si je déploie toutes ces stratégies-là, c'est parce que je pense fondamentalement que la parole est prise dans un discours, dans un formatage. Puis on va pas faire à semblant que ça n'existe pas pendant 2 heures de temps au théâtre. Pour moi, il est là le vrai désespoir, c'est de faire à semblant pendant 2 heures qu'on est ailleurs, qu'on n'est pas en 2018, que je sais pas trop. Je ne fais pas une charge contre le répertoire, c'est pas ça. Là. Non. Mais c'est ça. Je veux pas faire, encore du moins, un théâtre qui serait mensonger, ou du moins mais j'utilise des stratégies qui sont celles du show, qui sont celles du spectacle, mais j'espère, en tout cas, du moins pour le révéler, puis en présentant à la fois une machine. Il y a beaucoup ça, l'idée de la machine aussi, qui va être séduisante, mais qui va être repoussante parce que la machine capitaliste, elle est repoussante, mais elle est aussi très, très séduisante. Elle est très, très bien huilée, puis on y adhère. Est-ce que la crise de la langue, parce que la crise de la langue, elle est omniprésente depuis disons la Deuxième Guerre mondiale avec le théâtre de l'absurde, par exemple, une espèce de déperdition ou de manque de foi ou de manque de confiance dans la langue depuis avec la postmodernité. Est-ce que ce qui est peut-être frappant, c'est que il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de réponse absolue, il n'y a pas de réponse satisfaisante, mais la multiplication des points de vue, des réponses, qu'on trouve très bien dans Jandy aussi. Hein, il n'y a pas de vérité, il y a des vérités. Et dans les abécédaires, c'est pareil. On a des mots perdus, on demande à des artistes. C'est toi qui leur dis quel mot je leur impose tu leur imposes les mots pour leur donner une nouvelle vie. Donc en même temps, il y a une critique de l'état de la langue. Il y a pas de solution, mais en même temps, c'est quand même pas désespérant. Ouais, mais on va revenir à Manifeste parce que on parle de répétition, mais pour moi, c'est une partition musicale, beaucoup. Bon, il y a le chœur, ensuite il y a un solo, il y a des climax, il y a des solos de guitare, à un moment donné, ça c'est refrain, couplet, etc. Mais toutes ces chansons-là, ces moments-là, commencent toujours par une parole que je considère comme étant une parole que j'essayais de toucher à une certaine liberté dans la parole. Des fois, ça passait par
poésie, d'insultes, de crachats, où t'as quelqu'un soudainement qui est dans un moment de crise et qui est pas dans le contrôle, et donc qui est pas dans le formatage, qui est pas dans le discours. Mais c'est par la suite que la machine, par l'intervention des autres, que la société, qu'une certaine culture débarque et va formater ce langage-là, jusqu'à temps qu'on soit plus capable de penser, de s'entendre, et qu'on a besoin d'en sortir. Mais ça passe par la parole. Donc là, c'est une pulsion de mots, un jet de mots qui va tenter de sortir de ça. Et je trouve que c'est assez clair pour moi qu'on a aussi ces mouvements-là dans nos sociétés, où soudainement, il y a du monde qui vont se retrouver dans d'autres micros que les micros formatés des médias ou de la politique pour prendre parole, puis on va entendre quelque chose qui nous semble être plus de l'ordre d'une parole libre, même qui peut nous libérer, que quelque chose qui nous enferme. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça a de l'air, parce que c'est très, très rapidement récupéré. C'est une machine intelligente. C'est très intelligent. Dans les scénos, quelle est donc des textes très, très parlés, où la parole est très présente, le son est très présent aussi dans tes productions. Quand on fait une scéno d'une pièce comme ça, mais en général aussi, est-ce que le son est présent? Parce que les scénos sont quand même les endroits d'où part le son et où circule le son, est-ce que dans la conception de la scéno, de la jeune fille, mais ailleurs aussi, est-ce que c'est présent, ça, dans c'est-à-dire que, mettons, cet exemple-ci en est un intéressant parce que Olivier, c'est un gars avec beaucoup d'idées. Puis il y avait beaucoup de pistes pour chacun de ces concepteurs. Donc, je me rappelle que rapidement, il y a eu des sons qui sont... Mais tu sais, tout le monde attend après le scénographe dans la vie. Hein. Tous les autres concepteurs, à la lumière, au son, au costume, ils veulent une palette. On a de plus en plus de dramaturges au Québec, mais sinon... le scénographe est le premier interlocuteur, en général, du metteur en scène. Dans ton cas, c'est différent parce que t'es l'auteur de ce show-là aussi, tu sais. Il y avait un immense processus qui... en amont de mon arrivée dans le projet. Fait que tout ça est à prendre en considération. Reste que c'est le metteur en scène et le scénographe qui amenons l'objet, autour duquel et dans lequel les autres départements puis les autres conceptions artistiques vont devoir s'imbriquer. Puis, donc, le son, la réponse c'est non, pas vraiment. C'est non. Mais parce que en même temps, mais tantôt, tu sais, je ne veux pas te contredire, là, mais tu parlais de tribune ou tu parlais de promontoire. Ouais. Mais ça, c'est dans les mots du texte lui-même. Ouais, ça. T'sais, mais c'est des haut-parleurs. Sans son. Oui, Mais c'est une belle manière de le voir, disons. J'espère que du public aura vu ça. Puis c'est dans nos inspirations aussi, tu sais. Parce qu'on entend quand même souvent des concepteurs sonores se plaindre des scénos qui tuent le son. Ben, c'est-à-dire que j'essaie au max que ça sert. Je crois beaucoup à la co-création. On fait rien tout seul. Hein. Donc, avec les concepteurs, ben, j'essaie de s'amener les uns les autres, puis c'est vrai pour la vidéo, mon Dieu que c'est vrai pour la vidéo, mais à travailler ensemble, puis main dans la main, le plus tôt possible dans le processus pour justement pas qu'en fin de parcours, ce soit la faute du scénographe. Mais c'est parce que souvent, tu sais, mettons, j'ai fait un show encore récemment où plusieurs fois j'ai relancé la conception sonore à dire où est-ce qu'il y a des enceintes, où est-ce qu'il faut que je pense un mic, où est-ce que dans quel module faut intégrer un haut-parleur. Puis ben ça arrive toujours très très tard dans le parcours, puis ben j'en ai fait des trous dans les décors là. Faut que ça passe. Ben oui. Mais c'est parce que la conception scénographique en est une concrète. Très concrète par rapport à l'intangible du son et de la lumière. Puis bon, la vidéo concrète aussi, mais l'intégration vidéo doit commencer, faut toujours plus tôt que tôt. Mais c'est ça. Mais on peut parler peut-être de ça avant de vous passer la parole, peut-être parler bon, on a parlé du son, mais de la présence, disons, des projections, de façon générale.
toi, tu utilises vraiment une de tes signatures. Enfin, c'est un peu des surfaces de projection atypiques, Ouais. hein, souvent surprenantes même, qui ne sont pas là où on les attend. Et donc, tu parles beaucoup du quatrième mur, il y a comme ce cinquième mur, mais que tu es comme, j'allais dire, parfaitement intégré. Mais l'intégration vidéo est d'une importance capitale dans toute scénographie. C'est juste que là, ça devient... Il n'y a pas un show autour duquel on travaille où la notion de vidéo est pas... Si c'est pour être plus tard, tasser du revers de la main, et pas amené à un point ou à un autre. Mais ça joue énormément sur toute ma conception. Parce que une vidéo plaquée, c'est une vidéo plaquée. Puis le public est pas con, puis t'es comme... Bah. C'est ça, rien. Ben, c'est-à-dire... L'essentiel duquel je parlais tantôt, là, pour que... Si la vidéo est essentielle, ben, elle est essentielle dans mon dessin. Puis oui, j'aime la surprise vidéo, j'aime les matériaux atypiques d'emblée, tu sais. Dans notre cas, par contre, c'était quelque chose de très concret. Ouais. C'était une marquise. Oui, c'est ça. Pas nos réclames. Oui, c'est ça, exact. Nasdaq, Puis ça, je trouve que c'est une très wise manière d'intégration. Mais sinon, dès que la vidéo est un peu poétique ou un peu sublimée, ou dès qu'elle fait grandir la dramaturgie du texte, je m'exprime mal, mais faut l'intégrer. Mais c'est drôle parce que pour moi, l'utilisation de la vidéo, c'est soit le lyrisme, le rêve, poursuivre la poésie, ouvrir une porte de l'imaginaire. Mais je me rends compte que dans mes shows, finalement, je pense mes spectacles comme des spectacles de propagande. Ouais. Donc l'écran, c'est un écran publicitaire. Ouais. C'est de l'affichage, c'est vendre une idée, c'est... vendre l'idée des personnages, pas nécessairement l'idée de l'auteur, mais l'idée des personnages, qu'est-ce qu'ils veulent vendre aux spectateurs. C'est une idée importante. Puis je m'aperçois que la vidéo, en tout cas, je demande aux concepteurs vidéo de jouer ce rôle-là. Ouais, mais ça a bien marché. Oui. Mais tu sais, mettons dans un autre contexte comme celui de 5 visages pour Camille Brunel, où c'est hyper photographique, c'est presque documentaire. Ouais, c'est une suite, c'est un tour de force de suite de... Ben, c'était quand même... Mon décor, c'était un laptop. C'est ça. Donc, tout l'écran était intégré, puis on pouvait pas se passer ni de l'un ni de l'autre pour que cet espace-là existe. C'est un peu mieux dit. Oui. Est-ce qu'on vous cède la parole si vous avez des questions? Nous, on peut continuer longtemps, mais est-ce que quelqu'un a vu le manifeste? Tu avais vu la production du bureau APA ou tu l'avais pas vu? Oui, j'ai vu, oui. Oui, tout à fait. Ça part de la même, ça part du même document de base, en fait, de Tikkun? Oui, c'est le même... Ben, c'est-à-dire que j'ai peut-être gardé une phrase dans Manifeste de la jeune fille. Alors, pour moi, c'était vraiment... C'était de poursuivre ou même de répondre à ce texte-là, alors qu'eux l'ont vraiment pris comme prétexte, comme texte pour... donc, ça a amené des voix complètement différentes, et tant mieux. Pièce, spectacle marquant. Est-ce qu'on peut, si vous n'avez pas de questions, revenir à l'action politique, alors? OK, ben ouais. Est-ce que tu te sens, quand on dit que au radical, je pense que ça va. Oh, quoi? New Radical, ça va? Ben, ouais, c'est ça, j'ai pas vu ça passer, non? C'est comme ça qu'on t'appelle chez nos amis de Toronto. Donc, il y a quand même une dimension. Est-ce que j'exagère si je dis que ton parcours est d'abord atypique? C'est que tu vas vraiment explorer... moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une pièce de toi ou un spectacle de toi que je qualifierais de traditionnel. Je pense que je n'ai pas vu ça. Et donc, c'est toujours des expériences Toujours des expériences... Ben, Ennemi public,
quand même. Non, mais je flirtais plus avec un théâtre soi-disant traditionnel. Bon, on va pas se chicaner. Là. Le théâtre, c'est traditionnel. Mais c'est quand même... Oui, mais l'objet était traditionnel, mais le traitement de l'objet n'était pas... Non, tout à fait. Mais mais il y avait un jeu quand même sur... Bon, ben, voici, je vais faire une discussion autour d'une table de cuisine, la famille québécoise, dans un univers. Encore là, c'est utiliser un code naturaliste pour soulever autre chose. Ben oui, c'est un travail de contraste. C'est pour le Je suis toujours là. C'est pas sombrer dans une forme réaliste. Non, mais je pense pas qu'on sombre de toute façon dans une forme réaliste ou naturaliste, mais tout ça pour dire que j'ai flirté avec le genre. Oui, mais moi j'ai pris ça comme une dénonciation, j'ai peut-être mal vu. Il y a ça aussi. La multiplication des points de vue, c'était finalement c'était la caméra qui... c'est l'angle de caméra qui change, quoi, etc. Mais il y a vraiment... le grand chagrin de ma vie, c'est d'avoir manqué Projet Blanc, mais j'ai vu les autres à peu près. C'est quand même... Bon, je vais poser ma question directement. Est-ce que tu... As-tu l'impression que notre théâtre a besoin d'être bousculé? Oui, énormément. A besoin d'être... Je prends la peine de poser une question délicate, tu dis oui, énormément. Notre théâtre a besoin d'être secoué, d'être shaké dans ses certitudes. Il y a besoin je pense qu'il y a besoin de se faire dire qu'il est mort, souvent. Il y a besoin... il y a besoin de se faire dire qu'il fait partie du divertissement de masse, qui emploie les mêmes codes, souvent sans s'en rendre compte. Oui, bien sûr. Oui. Besoin de risque. Oui, il y a besoin de tout. Il y a besoin de vie, puis il y a besoin je pense, d'établir un vrai rapport avec les spectateurs qui invitent. Il y a besoin de se poser la question pourquoi tu fais ça ici maintenant? Pourquoi tu déranges du monde? Pourquoi tu les enlèverais à des choses passionnantes comme des écrans pour venir s'asseoir dans le noir pendant 2 heures de temps avec du vrai monde? Pourquoi tu ferais ça? C'est quoi la raison d'être? C'est quoi l'essence de ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Qu'est-ce que tu as à leur proposer qui peut être intéressant? Je dis pas que ça peut... Je veux même pas l'exigence que ça se change à chaque fois qu'on change tous les paramètres, que ça soit juste un peu intéressant. C'est pas anti-divertissant. Non, complètement. Ça peut utiliser ça, mais c'est ça, je leur dis, c'est pour moi le désespoir, c'est de voir le théâtre ou le moment de théâtre comme une occasion de se bercer de certaines illusions, alors que le théâtre est là pour les faire voler en éclats en utilisant l'illusion théâtrale. Mm-hmm. Parce que cette illusion-là est tellement manifeste, on le sait tous que c'est faux. Mm-hmm. Pourquoi on ne peut pas utiliser cette force-là, ce regard-là, pour observer d'autres choses, dire ça aussi, mais ça aussi, c'est faux. Voilà. Et alors, pourquoi tu n'as plus fait de parcours déambulatoire? En tout cas, je ne pense pas. Dans la période déambulatoire est terminée. Est-ce que c'est parce que c'est un bon moyen de faire aussi, mais est-ce que tu vas y revenir? C'est quelque chose qui va... D'abord, c'est platement économique, dans le sens où défendre un projet en théâtre, comme les déambulations sonores, aux yeux des subventionneurs, pour financer ces projets-là, pour exister, ça marche pas. Peut-être que ça serait différent aujourd'hui parce qu'ils ont changé leurs paramètres, mais je pouvais pas passer tout mon temps à me battre pour ces projets-là, puis qui, dans le fond, m'écartaient de la scène parce que ça n'en était pas vu. Puis là, puis à un moment donné, j'ai aussi quelque chose à dire avec la scène de théâtre. Puis en même temps, ça a été un passage aussi, comme tu le disais tantôt, c'est une occasion de m'adresser, non pas au public, mais m'adresser au public comme personne, comme individu, de réaliser que dans la salle, c'est pas une masse de gens, ce sont
plein d'individus qui arrivent avec leur bagage, leur histoire, leur intelligence, leur sensibilité, et c'est de m'adresser à cette personne-là plutôt qu'à ces personnes-là ou à ce groupe-là. Mais pour moi, c'est pas terminé. Tu vois, il y a toujours une idée qui flotte dans ma tête de retourner dans la rue parce que c'est tellement riche ce qui se passe là, comme scène de théâtre aussi. Puis de retourner m'adresser à une personne dans un imaginaire en particulier m'intéresse toujours. Mais c'est ça, c'est que ça se fait, ces projets blancs. Si j'ai fini ce projet-là, je fait une pneumonie. Ouais, c'est en dehors, c'est par-dessus, c'est du parascolaire qu'il faut que j'inscrive dans mon travail. C'est plus ça la difficulté. Oui, puis c'est aussi souvent il n'y a pas plus éphémère, parce que par exemple, le projet blanc n'aurait pas pu être répété. En tout cas, pas avec la même pièce. Non, tout à fait. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, le projet blanc. Alors, tu me corrigeras, je ne l'ai pas vu, mais je vais vous en parler. Donc, c'est un parcours déambulatoire. Les gens ont des casques sur la tête, et puis ils ne savent pas du tout, ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils vont vivre. C'est toujours le cas d'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils vont vivre. Il n'y a pas de titre, puis il y avait juste un lieu de rendez-vous qui était donné 24 heures avant. Donc, le rendez-vous était donné en face du Monument national. Et puis, on leur remettait un lecteur avec des écouteurs. Et contrairement à d'autres déambulatoires où c'était une personne à la fois ou des petits groupes, là, c'était les 76 qui attendaient dans le parc. Et donc, on leur disait, bon, à go, on appuie sur play. Et puis, c'était moi qui s'adressais à tout le monde. Et je les guidais à travers la ville, dans le centre-ville, avec juste la question niaiseuse du présent. C'est quoi le présent? C'est quoi être présent, etc. C'est quoi être contemporain, blablabla. De quoi est fait ce présent-là? De fil en aiguille, on se retrouve en face du TNM. Et puisqu'on parle du présent, aussi on parle du répertoire, on parle du passé. Et le TNM fêtait ses 60 ans et montait l'école des femmes. De non-cours, hein? Non, c'était Desgagnés. Qui montait... enfin, peu importe. Il dit Molière est notre contemporain. C'est ça l'affirmation. Molière est notre contemporain. Donc, je disais, qu'est-ce que Molière a à dire sur notre présent, puisqu'ils vont s'atteler à cette tâche-là? Allons voir. Donc, on disait aux spectateurs, cachez vos appareils, on se retrouve au dernier balcon, donc au paradis du TNM, et on va vous donner d'autres instructions. Et donc, ils continuaient à écouter la bande audio en la synchronisant sur les différentes scènes de l'école des femmes. Donc, quand l'acteur va faire tel geste, appuie sur la plage 2, etc. Donc, de manière à synchroniser toujours mon commentaire, mes critiques, où j'adressais mes critiques au spectacle, mais moi, je suis plus du bord de dire, je posais des questions, à savoir, je cherchais où est-ce qu'était le présent dans l'œuvre. Jusqu'à un moment donné le trouver dans la pièce elle-même, c'est-à-dire que l'école des femmes raconte Arnolphe. Oui, Arnolphe, oui. Arnolphe qui maintient en captivité une très jeune fille pour en faire sa femme, pour qu'elle reste qu'elle ne soit pas en contact avec la société qui va l'avilir et la salir. Donc, je me faisais le parallèle avec le directeur de théâtre qui maintient son public en captivité pour le maintenir dans une certaine conception du théâtre. Là, je disais, voilà, c'est de ça dont on veut me parler. Dans le fond, ce dont on veut me parler, c'est du TNM. Et on conçoit que vous auriez pas pu retourner le lendemain au TNM. Pour faire quoi? Pour faire la même chose. Non, c'était lors de la dernière représentation. Il avait fait des supplémentaires, donc c'était la dernière supplémentaire du spectacle. C'était un coup.
Voilà. Qu'on peut faire qu'une fois. Oui, exact. Fait que c'est vraiment profiter, dans le fond, de tout le côté événementiel. Oui, c'est ça. Là, c'était pleinement exploité dans la déambulation, en fin de compte. Et alors, vous êtes Et après ça, on retournait dans la rue, puis la réflexion se poursuivait aussi. Parce que vous avez vidé le 3e balcon, finalement. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup merci de l'invitation. Merci pour vous d'être venu participer.